Jean d'Ormesson aura tout réussi sauf sa sortie. Une crise cardiaque l'a emporté au petit matin du mardi 5 décembre. L'émotion est grande, mais elle cesse quelques heures plus tard quand un communiqué de l'agence France-Presse annonce à 2h44 la mort de Johnny Hallyday. Le rocker est en fait décédé depuis quelques heures. La rockstar des lettres françaises et la superstar, toutes catégories confondues, sont en fait mortes le même jour, ce funeste mardi 5 décembre. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur C'est l'Info, je suis très heureux de vous retrouver et de partager ensemble avec vous une heure d'actualité. Nous allons évidemment aborder donc les décès communs de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday, puisque la France rend hommage ce week-end à l'académicien et au chanteur, décédés, je vous le disais, à quelques heures d'intervalle. Les deux personnalités reconnues dans leur domaine de prédilection et d'action respectifs doivent d'être célébrés grâce d'un côté à un hommage national et de l'autre à un hommage populaire. Nous revenons sur les vies de ces deux hommes dans quelques instants. Également dans l'actualité cette semaine, Donald Trump qui a reconnu mercredi officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui rompt avec des décennies de diplomatie américaine et internationale. Le président américain a également demandé au département d'État de préparer le déménagement de Tel Aviv à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël. Pour ses fans les plus fervents, pour beaucoup d'investisseurs aussi, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont comme des envoyés du futur, de notre futur, la façon dont l'essentiel de notre actions de demain se feront. Logique quand on comprend les atouts du Bitcoin, monnaie qui ne fluctue pas avec des humeurs d'une banque centrale, une monnaie qui se jouerait de la politique et des géographies, une monnaie dont l'usage sauvegarderait la vie privée de son utilisateur. Nous serons en fin d'émission avec Brian Hogan, il est le marketing manager de la maison du Bitcoin. Avec lui, nous répondrons à l'ensemble de vos questions sur le Bitcoin, telles que qu'est-ce que le Bitcoin ou encore comment acheter ce Bitcoin. Et surtout, est-on face à une bulle, faut-il en acheter ou c'est trop tard? Soyez les bienvenus, c'est parti pour une nouvelle édition de C'est l'Info. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Johnny Hallyday, j'en parlais dans le sommaire, décédé d'un cancer du poumon dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans, était l'icône du rock à la française et le moins que l'on puisse dire, Franck, c'est que ses tubes ont accompagné toutes les époques pendant plus d'un demi-siècle et sa vie tumultueuse a fait le bonheur des magazines People. Oui, on a vu dès le mercredi, le journal Public qui a décidé de casser sa une pour revenir sur la carrière de ce chanteur, de cet Elvis Presley français. C'est le nom qui est revenu sur de très nombreux sites internet étrangers, également à la télévision étrangère, notamment sur CNN qui n'a pas hésité à casser son antenne pour revenir sur cette information, tout comme les Anglais de la BBC. En France, les réactions se sont fait également sentir très rapidement. La première d'entre elles, c'est bien sûr Laetitia, sa femme. C'est elle qui a annoncé l'information à l'agence France Presse. Elle le dit, Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Quelques minutes plus tard, c'est le Palais de l'Élysée informé par Laetitia Hallyday en personne qui est revenu sur la disparition de ce chanteur marquant. Il a notamment dit « On a tous quelque chose en nous de Johnny ».
référence bien sûr à son célèbre titre On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Et puis petit à petit les réseaux sociaux sont réveillés, d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de messages de sympathie, de souvenirs, de mémoire avec Johnny Hallyday, que ce soit des musiques entendues à la radio, des concerts ou des rencontres avec le chanteur. Céline Dion, une des premières également à réagir sur Twitter: je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday, il était un géant du show business, une véritable légende. J'ai une pensée pour sa famille, ses proches et ses millions de fans qui l'adorent. Il nous manquera beaucoup, mais ne jamais oublier. Et puis également des réactions de politiques, Benoît Hamon, Manuel Valls, et également, pas plus tard que mercredi après-midi, avec un mot de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, au début de la séance de questions au Parlement, ce qui montre vraiment l'importance que marquait Johnny Hallyday à la population française. Et oui, et dans de nombreuses villes de France, des panneaux publicitaires ont été remplacés par des photographies de Johnny avec marqué Merci Johnny. Quel fut le traitement médiatique de la mort de Johnny Hallyday? On l'a vu, effectivement, Laetitia Hallyday qui a sorti ce communiqué. Comment ont réagi ensuite les médias, les journaux, les radios et les télévisions? Alors ça a commencé en télé sur les 4 chaînes d'information, LCI, BFM, CNews et France Info à travers France 24, qui ont tout d'abord mis sur leur bandeau d'infos en bas de l'écran le décès de Johnny Hallyday. Après, petit à petit, ça a été la prise d'antenne. Tout d'abord, France 24 qui est en direct 24 heures sur 24 a rapidement pris l'antenne dès 3 heures pour revenir sur le décès du chanteur. Très rapidement après, c'est LCI et BFM qui ont pris l'antenne. BFM qui a seulement mis une toute à l'image, un condensé de ce qu'on appelle des frigos. Ce sont malheureusement des reportages que l'on prépare à l'avance sur des décès de personnalités politiques, culturelles, et c'était le cas pour Johnny Hallyday. On le savait très mal, mais également des rediffusions d'anciens reportages, notamment sur des tournées et des rencontres avec Johnny Hallyday. Et puis après, ça a été à 5h, TF1 qui a décidé de casser son antenne à travers sa petite sœur LCI et Pascal de la Tour du Pin qui animait donc une matinale commune jusqu'à 9h et la prise d'antenne du côté de TF1 par Jean-Pierre Pernaut. Par contre, donc, France 24 était en direct, LCI était en direct, BFM était en direct, mais CNews n'est arrivé en direct qu'à 5h04. Il faut dire que malheureusement, certaines équipes de nuit sont plus ou moins étoffées. Ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles CNews a été une des dernières à prendre l'antenne. Et puis, pas C'est l'info, non. France Info et France 2 qui ont pris une antenne commune dès 6h pour revenir sur le décès de Johnny Hallyday. Et puis, bien sûr, toute la matinée de mercredi a été un condensé d'éditions spéciales sur TF1, sur France 2 et sur les chaînes d'information qui ont continué toute la journée à revenir sur le décès de Johnny Hallyday. Bien sûr, les éditions du midi et du soir qui ont été dédiées à la disparition du chanteur, et le soir même, de nombreuses chaînes de télé ont cassé leur grille des programmes pour des documentaires, pour des concerts de Johnny Hallyday qui ont été fortement suivis par les Français. Et alors, les succès de Johnny Hallyday émaille d'une carrière exceptionnelle et longue, commencée dès 1960. Racontez-nous un petit peu son histoire. Au début, il a commencé dans un télécrochet, un petit télécrochet de l'époque. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que au début, il n'était même pas censé passer à la télé. Il a été tout simplement le remplaçant, et il est passé donc à la télé. C'était au mois d'avril 1960 dans l'école des vedettes. Il était parrainé par nul autre que Lynn Renaud, très connue à l'époque. Elle le présente comme un chanteur d'origine américaine, même si on découvrira plus tard que ce n'était pas forcément le cas. Il a chanté un titre, Laisse les filles, en jouant de la guitare tout en se roulant par terre, ce qui a défrayé la chronique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la France n'était pas aussi rock'n'roll qu'elle a pu l'être plus tard. Et puis petit à petit, Johnny est devenu Johnny, des dizaines et des dizaines de tubes, et je vais même vous donner quelques condensés de chiffres. Alors attention, 183 tournées, 28 millions de spectateurs, 1000 titres enregistrés, il a composé une centaine de chansons, il a vendu 110 millions de disques, ce qui représente à lui seul 40 disques d'or, 22 disques de platine, 5 de diamant, 10 victoires de la musique, avec au total près de 50 albums studio et 29 albums live. Une bête de scène, ce Johnny, qui manquera sans doute à beaucoup de Français.
Oui, un Johnny Hallyday qui a pour nom original, il faut le rappeler, Jean-Philippe Léo Smet, qui est né le 15 juin 1943 à Paris, et ses premiers 45 tours sous le nom de Johnny Hallyday sortent en 1960 avec la reprise de la chanson de Dalida, T'aimer tellement fort, suivi de Souvenir, Souvenir, 2 titres qui le propulsèrent en haut de l'affiche avant d'occuper ensuite les scènes parisiennes et de faire de grandes tournées en province, défrayant la chronique. Justement, les tournées, Franck, vous avez assisté à la dernière tournée de Johnny Hallyday, c'était l'année dernière. Quelle est l'ambiance et surtout, y a-t-il un phénomène Johnny ? Alors pour tout vous expliquer, au début je n'y étais pas forcément allé avec beaucoup d'enthousiasme, pour ne pas vous mentir, c'était l'anniversaire de mon père et je lui avais fait ce cadeau, il avait souhaité venir avec moi, donc du coup je l'ai accompagné à ce concert, j'y allais pour me dire quand même que c'était quelqu'un qu'on écoutait tous quand on était petit à la radio ou sur des cassettes, oui à l'époque il y avait encore des cassettes, également sur des CD, donc forcément on s'attend quand même à quelque chose de grandiose avec tout ce qu'on voit à la télé, ces concerts au Parc des Princes, au Stade de France où il arrive en hélicoptère, même si dans un zénith ça va être un peu plus compliqué, mais on s'attend à une arrivée, à un spectacle énorme et ça a été le cas. Johnny Hallyday qui arrive, je m'en rappelle, dans un crâne en bas de la scène qui s'ouvre et on voit apparaître Johnny qui fait le feu, le show pendant à peu près 2 heures avec des amis à lui. On sent une vraie complicité entre lui et ses musiciens, également Yodelis qui a fait la surprise de venir à Pau pour accompagner son ami Johnny pendant quelques musiques, et puis on voit aussi non loin de Johnny, Laetitia tenait vraiment à être là à chaque concert, elle est passée à quelques centimètres de moi pour ne pas me la péter, on va pas se mentir, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un gros show, c'était vraiment un showman Johnny, et puis bien sûr avec cette voix qui marque, et puis bien sûr ces images puis du coup restent ancrées dans nos mémoires quand même, je le redis, c'est quand même un score énorme, 183 tournées, on n'a pas calculé le nombre de dates de concerts, mais c'est quand même une énorme machine de guerre, ce Johnny, qui, comme je vous le disais, comme vous le disiez, Martin, est décédé cette semaine. Eh oui, ces dernières années, en tout cas, c'était sa santé qui inquiétait. 2009, opéré d'un cancer du côlon, hospitalisé d'urgence à Los Angeles. Et donc en mars 2017, alors qu'il vivait depuis plusieurs années aux États-Unis, il annonce être traité pour un cancer et rentre en France, dans les Hauts-de-Seine, à la fin de l'été avec son épouse Laetitia et ses 2 fillettes adoptées, Jade et Joy, d'origine vietnamienne. Merci beaucoup Franck de nous avoir éclairé sur ce sujet, d'être venu donc sur ce traitement médiatique qui s'est organisé autour de la mort de Johnny Hallyday. En tout cas, nous dans C'est l'Info, nous y reviendrons au cours de cette émission grâce à l'ensemble d'archives sonores. Merci beaucoup Franck. De rien Martin, à bientôt. Une chanson, moi, de ce dernier album que j'ai hâte de chanter sur scène quand on prend notre tournée, c'est Que restera-t-il ? Parce que que restera-t-il ? Moi, je me rappelle quand je l'ai chanté en studio la première fois, j'ai vu Yvan Cassar pleurer. Et dédié à maman sur l'album. Mais c'est surtout, c'est que j'ai vu Yvan Cassar pleurer et je me suis surpris, moi, en train d'avoir les larmes aux yeux quand je l'ai chanté. Ça ne m'est pas arrivé souvent en chantant une chanson. Parce que ça, c'est par rapport à beaucoup de choses. La mort de ma mère, et l'année dernière, enfin bon, j'ai dédié cette chanson à ma mère. Mais en dehors de tout ça, je veux dire, c'est une chanson, je pense que tout le monde peut se retrouver dedans. Puis moi, surtout, je me suis énormément retrouvé dans cette chanson. Nos parents nous quitteront, ils vous diront: on essayait de vous aimer à votre tour, de réussir tout ce que nous avons gâché, avons raté, essayé.
J'ai trop aimé la vie dans ce qu'elle avait de plus brillant. Non pas de plus bas, mais de plus brillant. J'ai aimé le soleil, le succès, le plaisir, le bonheur. J'ai aimé les chemises, les souliers, les voitures qui roulaient vite vers les clairs objets de mon désir, les plages de sable sous les pins et sous les oliviers, les rochers sur la mer. J'ai aimé les îles, les soirs d'été, le corps si doux des femmes. C'était bien, Jean d'Ormesson. Est-ce que tout cela devrait s'arrêter ? Oh, ça ne doit pas s'arrêter. Si ça continuait, pourquoi pas. Je ne recommencerai pas volontiers, mais si ça continuait, pourquoi pas. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter pour moi, ça va s'arrêter pour vous. Ça va même s'arrêter pour tout le monde et même pour les hommes en général. Mais vous qui avez toujours parlé du passé dans vos romans, passé de votre famille, passé des écrivains, je pense évidemment à Chateaubriand, passé même des personnages que vous inventez, tout d'un coup, vous parlez de votre propre passé et apparemment les lecteurs en sont bouleversés. Écoutez, vous me rendrez cette justice que je n'ai jamais été au-devant des lecteurs. J'ai plutôt écrit à contre-courant. Je ne me suis pas du tout occupé des modes et je ne me suis jamais dit qu'est-ce que souhaitent les lecteurs. Mais s'ils me suivent, tant mieux. Mais en l'occurrence, c'est plus qu'une adhésion. On a le sentiment que le fait que vous parliez de l'âge, du vieillissement, de la mort prochaine, sont des choses qui touchent infiniment les lecteurs qui, par ailleurs, vous ont témoigné, il faut bien le dire, une amitié prolongée. C'est vrai. Vous savez, ce livre, il y avait une question qui me tourmentait quand j'étais jeune. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ça me tourmentait horriblement à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et la question que je pose dans ce livre-ci, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et au fond, c'est une question que j'adresse à tous mes lecteurs. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie ? Et je pense que c'est ça, peut-être, qui les touche. Autorisez-moi cette dernière citation. Je pense très peu et quand je pense, je ne pense à rien. C'est vous qui parlez. Oui, je disais ça aussi sous une autre forme. Quelquefois, je m'assois et je pense. Et souvent, je m'assois seulement. Vous avez peut-être reconnu sa voix, c'était bien évidemment celle de Jean d'Ormesson qui s'entretenait en 2003 avec Olivier Barrault chez nos confrères de France 3. On avait fini par le croire immortel, ce n'est pas tant son statut d'académicien qui lui conférait une telle illusion que son appétit pour la vie, son insatiable curiosité et son verbe riche qui faisaient de lui depuis des décennies le prof de français et de littérature de notre pays. Jean d'Ormesson aimait Venise, Jean d'Ormesson aimait les bains de mer, Chateaubriand, Paul Toulet, les femmes et l'Académie. Il ne manquait jamais une occasion de renouveler ses professions de foi, de dire à quel point il est poli d'être gai et inconvenant de trimballer ses soucis et son spleen à la télévision, dans les livres ou dans les assemblées. Il suffisait d'apercevoir sur les écrans son sourire de galopin et son regard bleu pétillant pour recouvrer instantanément sa bonne humeur. Aujourd'hui, c'est la France entière qui porte son deuil. Jean-Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson, né le 26 juin 1925 à Paris. Son père, ambassadeur, l'entraîne dans ses différents postes consulaires en Bavière, en Roumanie ou au Brésil. Le jeune Jean y gagne le goût pour la France éternelle, la certitude que notre culture et notre littérature sont des phares pour le monde entier, mais que cette flamme doit être entretenue pour ne pas s'étouffer. Jusqu'à 14 ans, il passe le plus clair de son temps au château de Saint-Fargeau, propriétaire de sa mère. Il y apprendra l'éducation bourgeoise, dévorera la bibliothèque qu'une famille de la haute se doit de constituer et de faire lire à sa descendance. Élève brillant, il entre à Normal Sup, puis se lance dans des travaux d'écriture à l'UNESCO, dans des cabinets ministériels, puis dans différents journaux. En 1970, il est directeur du Figaro, dont il contribue à relancer les ventes et le prestige. Pendant plus de 40 ans, il sera la figure de proue de ce journal, et même après l'avoir quitté. En 2010, l'extraordinaire succès de la Bibliothèque idéale, choix de référence de la littérature française qu'il préfaça, séduisit plus de 1,5 million de lecteurs et montra à quel point il était encore la grande signature de ce quotidien.
Le littéraire et la littérature fut la grande affaire de sa vie. Il l'embrasse en 1956 avec L'amour est un plaisir, mais ne connut son premier grand succès qu'en 1971 avec La gloire de l'Empire, un roman récompensé par le Grand Prix de l'Académie française déjà à l'époque. Il écrivit jusqu'à son dernier souffle, au total une petite quarantaine de livres, souvent autobiographiques, où se mêlent l'humour, l'érudition, les obstacles que le destin met sur notre chemin pour nous priver du bonheur. Certains lui valurent de fulgurants succès, ainsi ceux de sa période vénitienne, Le vent du soir en 1985, puis Le bonheur à San Miniato 2 ans plus tard, ou Histoire du juif errant en 1990 et La douane de la mer en 1994. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition de chacun de ces ouvrages devenait un événement culturo-médiatique. Jean d'Ormesson sera entre 1975 et 1990 l'écrivain le plus souvent invité à la chère émission Apostrophe. Ces dernières années, Jean d'Ormesson multiplia les recueils de ses chroniques ou des romans plus abscons sur l'univers, Dieu et la place de l'homme dans l'univers. Son livre La Conversation, savoureux dialogue entre Cagambérès et Bonaparte, lui procura un plaisir qu'il n'avait pas encore connu, celui de remplir tous les soirs le théâtre Hébertot à Paris. Au printemps 2015, il ne cacha pas sa fierté d'entrer de son vivant dans la Pléiade comme Kundera, Gide et Lévi-Strauss avant lui, un plaisir qu'il eut le temps de savourer pendant plus de 2 ans. Comment évoquer son souvenir sans s'attarder sur l'Académie française ? L'Académie française dont il fut un membre assidu, éminent et influent. Il y entre en octobre 1973, succédant à Romain Rolland au fauteuil 12. Son grand combat fut celui qu'il mena pour permettre à Marguerite Yourcenar d'être la première femme à intégrer ce cénacle masculin. Plus tard, Michel Morte, Maurice Reims, Jean-Marie Rouard ou Simone Veil lui devront une large part de leur élection. Au moment où la coupole semblait se tourner vers les sciences sociales, celui que l'on appelait familièrement le Jean d'eau ne cessa de donner sa voix aux romanciers, permettant également l'élection d'Éric Orsena, Jean-Christophe Russin ou François Verregans. Depuis la mort de Claude Lévi-Strauss en 2009, il était finalement devenu le doyen d'élection de l'Académie, un titre dont il était lui-même assez fier. Très discret sur sa vie privée, l'auteur de Jean qui grogne, Jean qui rit, avait épousé en 1962 Françoise, la fille de Ferdinand Béguin, ancien magnat du sucre et de la presse, un temps propriétaire, lui aussi, du Figaro. De leur union naquit Héloïse d'Ormesson, qui, après avoir appris le métier d'éditeur aux États-Unis, puis chez De Noël, a fondé en 2004 une maison d'édition qui porte son nom. Sa disparition laissera inévitablement un grand vide. Intellectuel, engagé à droite, il fut l'une des rares personnalités à soutenir Nicolas Sarkozy en 2012. Jean d'Ormesson incarnait la littérature dans ce qu'elle a de plus aimable, de plus accessible et de plus enthousiasmant à aborder. Même s'il souffrait parfois de légèreté qui lui collait à la peau et qui fut sa marque de fabrique pendant plusieurs décennies, au fil des ans, il était devenu le prof de lettres des Français qui lui voulait, pas seulement dans les milieux bourgeois, un véritable culte. Alors finalement, Jean d'Ormesson apparaît comme l'incarnation de l'esprit français, le meilleur de l'esprit français, tel que l'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. Et finalement, à l'heure où des notions aussi fondamentales que l'identité, la laïcité, la nation, la culture et parfois même l'histoire, Jean d'Ormesson apparaît comme un phare dans le brouillard, un conciliateur dans la tourmente et un enchanteur loin des polémiques. Il était et restera la France. Je vous le disais donc en début d'émission, l'heure est venue pour les États-Unis de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Voilà les mots sortis de la bouche de Donald Trump dans une allocution attendue. Le président américain a ainsi revendiqué une nouvelle approche dans ce conflit israélo-palestinien. Cela marque donc une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs et suscite surtout une vague de réprobation au Proche-Orient et au-delà, sur fond d'inquiétude sur une flambée de violence. Je vous propose ainsi à ce sujet d'écouter l'analyse de Ulysse Gosset, éditorialiste politique international.
C'est un véritable tremblement de terre qui sans doute annonce une crise diplomatique profonde, puisque même les principaux alliés des États-Unis dans le monde arabe, à commencer par l'Arabie Saoudite, sont extrêmement inquiets et jugent que cette décision est regrettable. Alors qu'a dit Donald Trump? C'est quand même l'essentiel. Eh bien, pour la première fois, contrairement à ses prédécesseurs, il reconnaît officiellement Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est une décision emblématique. C'était une promesse de campagne qu'avait fait Donald Trump à ses électeurs. Et au passage, il a égratigné tous les présidents qui l'ont précédé, de Clinton à Bush en passant par Obama, qui, eux, avaient repoussé la décision pour ne jamais la prendre. Un manque de courage, a dit Donald Trump. Et lui a dit, je l'avais promis, je le fais. Et donc, Jérusalem, dans sa totalité, puisque vous savez que Jérusalem était à l'origine séparée en deux, l'ouest sous le contrôle d'Israël et l'est sous le contrôle de la Jordanie et des pays arabes, jusqu'à la guerre des 6 jours. Et là, Jérusalem-Est, qui est considérée comme occupée par la communauté internationale, par la France en particulier, devient, du point de vue américain, la capitale d'Israël. Et Donald Trump a annoncé qu'il avait ordonné de commencer les préparatifs pour transférer donc l'ambassade qui est actuellement à Tel Aviv, l'ambassade américaine à Tel Aviv, à Jérusalem. Alors ça va prendre du temps, mais c'est quand même une décision qui est annoncée officiellement et Donald Trump a signé, vous savez comme il le fait à la télévision en direct, il a signé l'ordre de préparation de transfert. Juste un dernier mot. Pour tenter d'apaiser les Palestiniens, et ça va être difficile, il a annoncé quand même qu'il allait soutenir la solution de 2 États, un État israélien et un État palestinien, en disant c'est pas parce que Jérusalem est reconnue comme capitale qu'il n'y a pas aussi une place pour un État palestinien. Mais on voit bien que ce soir, ça risque d'avoir peu d'effet dans le monde arabe où on affirme que c'est une décision absolument regrettable. Ulysse Gosset, donc l'éditorialiste politique international de BFM TV, qui était donc mercredi soir sur l'antenne de nos confrères. Et puis donc toujours dans l'actualité, le Brexit, saison 42, après moult rebondissements, la Commission européenne a indiqué que les discussions avec Londres en vue de conclure un accord sur les principes de modalité du divorce étaient toujours en cours. Alexander Seal, ça semble une nouvelle fois patiner. Bonjour Martin, quelle folle semaine sur le Brexit. On pourrait même parler d'un embarras. La première ministre britannique Theresa May avait rendez-vous lundi à Bruxelles avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et Michel Barnier pour un déjeuner de travail crucial censé de finaliser un accord de principe sur les modalités du divorce programmé fin 2019 entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Elle devait aussi rencontrer Donald Tusk, le président du Conseil, qui préside les réunions des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. La question de la frontière entre l'Irlande et la province britannique de l'Irlande du Nord après le Brexit était l'un des 3 thèmes prioritaires fixés dans la première phase de négociation. Londres envisageait dans la journée de laisser l'Irlande du Nord dans l'union douanière et le marché unique. Avertissement de Nicola Sturgeon, la première ministre de l'Écosse. Si Theresa May ne réussit pas les négociations de l'Irlande du Nord, alors l'Écosse, Londres et le Pays de Galles devront obtenir la même chose, le maintien dans l'union douanière et le marché unique. Colère des DUP, le petit parler unioniste nord-irlandais, sans lequel Theresa May perdait sa majorité au Parlement. Le DUP continue de bloquer le dossier, affirmant qu'il n'approuverait jamais une situation où l'Irlande du Nord serait différente du reste du Royaume-Uni. Il refuse tout rapprochement des réglementations de la province britannique d'Irlande du Nord avec celle de la République d'Irlande après le Brexit. Le lendemain, mardi, question urgente sur le Brexit au Parlement. Keir Starmer du Labour a parlé d'un embarras et évoqué une première ministre trop faible. En effet, Bruxelles a dit que Theresa May a 48 heures pour sauver sa tête. La presse parle déjà des manœuvres en coulisses pour l'évincer. Theresa May ne pourrait peut-être pas passer Noël au 10 dernier. À la semaine prochaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Conçu comme une alternative aux monnaies encadrées par des banques centrales et aux marchés traditionnels,
Les crypto-monnaies s'invitent désormais dans les stratégies d'entreprise et de réseaux bancaires, même si plusieurs institutions financières s'inquiètent du risque de bulle. La plus célèbre d'entre elles est le Bitcoin, dont le cours a franchi le seuil symbolique de $10 000 le mercredi 29 novembre. Un Bitcoin qui grimpe désormais à plus de $12 000, une ascension plus que fulgurante. Et pour en parler avec nous, Brian O'Hagan, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes le marketing manager, c'est-à-dire la personne en charge de tout ce qui concerne la communication chez la maison du Bitcoin. Ça se situe à Paris. Vous êtes donc un crypto-enthousiaste. Voilà comment est-ce que vous pouvez vous définir. Qu'est-ce que, justement, Brian, le Bitcoin? On parle beaucoup de termes tels que les blocs, les chains, le blockchain. Expliquez-nous le fonctionnement du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui a plusieurs caractéristiques intéressantes. Donc, c'est d'abord une monnaie qui est basée sur une technologie qui est ce qu'on appelle de la cryptographie. Donc, c'est une technologie qui est très sécurisée. C'est un moyen de paiement très sécurisé, bien plus sécurisé que de payer à travers une carte bancaire ou de payer à travers un autre système tel que PayPal. Ça fonctionne à travers ce qu'on appelle de la cryptographie asymétrique, ce qui veut dire que lorsque vous faites une transaction, vous avez une clé privée qui active une clé publique. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est très sécurisée. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une monnaie qui fait des transactions rapides. Par exemple, si je veux envoyer du Bitcoin du Canada au Rwanda, je peux faire ça en 10 minutes. Si je veux envoyer du Bitcoin de moi à vous, Martin, je peux également faire ça en 10 minutes. La troisième caractéristique, qui est un peu moins le cas aujourd'hui, c'était que c'était une transaction avec des faibles coûts de transaction. Donc c'est une monnaie qui a des faibles coûts de transaction. La caractéristique la plus importante et la plus intéressante, surtout, c'est que c'est une monnaie qui est décentralisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire décentralisée? Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'appartient ni à une banque, ni à un État, ni à quelconque organisme de contrôle. Donc ça, c'est vraiment le principe fondateur et idéologique du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie décentralisée. Cette monnaie, pour fonctionner, en fait, elle fonctionne sur un réseau. Ce réseau, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est un réseau qui est en fait fonctionne à travers plusieurs ordinateurs un peu partout dans le monde, qui vérifient chaque transaction qui passe sur le réseau et qui valident ces transactions. Et les gens qui font cela, on appelle ça des mineurs. Et tout cela est donc inscrit sur un réseau, sur une base de données distribuée et partagée qui s'appelle la blockchain. Et en fait, la création de la blockchain, elle a été faite avec la création du Bitcoin. Le créateur du Bitcoin a également en fait créé la blockchain. Donc c'est deux concepts qui sont relativement indissociables. Et on a beaucoup parlé de blockchain, par exemple, il y a 2 ans, parce qu'on voulait vraiment oublier ce qu'était le Bitcoin. Le Bitcoin avait vraiment cette image de monnaie de la drogue, etc. Mais ce sont deux choses qui sont indissociables. Et maintenant, le Bitcoin revient à l'attention des médias parce que son cours est en train d'exploser. Et alors, comment acheter des bitcoins, voire même, une fois qu'ils sont achetés, les stocker? Alors, pour stocker des bitcoins, il faut d'abord avoir un portefeuille de crypto-monnaies. Pour se faire un portefeuille de crypto-monnaies, pour en avoir un, c'est assez simple. On peut passer par différents services. On peut soit en avoir un à travers un téléphone mobile. Donc là, il faut passer par des applications. Sur Android, nous, on recommanderait Coinomi, ou sur iPhone, on recommanderait CoinWall. On peut également en acheter un portefeuille de crypto-monnaie en physique. Alors là, on parle de hardware wallet dans ces cas-là. Il y a une très belle boîte française qui fait ça, qui s'appelle Ledger. C'est ce que l'on recommande. Une fois qu'on a un portefeuille de crypto-monnaie, on initialise son portefeuille et on crée une adresse de réception de Bitcoin ou de crypto-monnaie en général. Ensuite, on peut en acheter soit à la maison du Bitcoin en physique, soit sur notre plateforme en ligne CoinHouse, soit sur d'autres plateformes en ligne américaines, espagnoles, etc. C'est à vous de voir et c'est à vous de choisir la plateforme dans laquelle vous avez le plus confiance. Et alors aujourd'hui, je peux par exemple acheter une baguette de pain en Bitcoin ou même un produit en e-commerce sur Amazon ou Cdiscount? C'est ça. Alors, sur Amazon, non. Sur Cdiscount, je ne crois pas non plus. Et la baguette de pain, je pense qu'il doit y avoir des boulangers en France qui acceptent le Bitcoin, mais je n'en connais pas personnellement. Des boulangers geeks, on va dire. Des boulangers geeks, effectivement. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près plus de 100 000 commerçants qui acceptent le Bitcoin, que ce soit des commerçants en ligne ou des commerçants en physique.
Ici, dans le quartier du Sentier où se trouve la maison du Bitcoin, on a pas mal de commerçants qui acceptent le Bitcoin autour de nous. On va dire qu'on les a un peu évangélisés. Et donc, on peut acheter, par exemple, des vêtements en Bitcoin, on peut acheter une bière en Bitcoin, on peut acheter un café en Bitcoin, on peut acheter à manger en Bitcoin. Donc voilà, il y a une adoption en tout cas des commerçants, de plus en plus de commerces acceptent le Bitcoin. Et vis-à-vis de cela, je vous recommanderais d'aller au Bitcoin Boulevard, c'est le passage du Grand Cerf à Paris. Donc c'est un très vieux passage avec des très vieilles boutiques qui font il y a notamment des antiquaires, ce genre de choses. Ils acceptent tous le Bitcoin. Et alors une fois mes bitcoins, alors j'allais dire en main, mais dans mon portefeuille électronique, puis-je tout de même vouloir les transférer, par exemple un demi-bitcoin, pouvoir le transférer en euros? Oui, alors une fois vos bitcoins en main, vous pouvez soit payer avec des bitcoins, soit vous pouvez effectivement les transférer en euros. Là, on parle d'une vente de bitcoin, parce qu'un bitcoin, c'est comme un actif en fait numérique. Et donc, vous repassez par une de ces plateformes par lesquelles vous êtes venu pour acheter vos bitcoins, et vous pouvez vendre vos bitcoins en euros. La plateforme va juste vous demander vos coordonnées bancaires, et puis la plateforme vous fera un virement bancaire sur votre compte. Voilà. Donc un demi-bitcoin aujourd'hui, ça représenterait presque 5 500 euros. C'est ça, donc il faut bien comprendre que le Bitcoin peut être divisé, notamment pour l'achat d'une simple baguette de pain. Tout à fait. Et le Bitcoin est fractionnable jusqu'à je crois, 10 millionièmes. Voilà. Ah oui. Donc ça peut aller effectivement très loin, surtout si le cours continue à augmenter comme cela. Néanmoins, il y a quand même une inquiétude chez la plupart des personnes. Le Bitcoin est émis en volume limité, et près de 80% de son volume aurait déjà été entre guillemets produit. C'est-à-dire, précisez-nous un petit peu cette pensée, Brian Hogan. Alors ça, c'est une caractéristique, et c'est la dernière caractéristique intéressante du Bitcoin que je n'ai pas encore citée. C'est effectivement que le Bitcoin se comporte un peu comme un métal précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a effectivement une rareté dans cette monnaie, comme il y a une rareté dans l'or. On peut miner de l'or infiniment sur Terre, mais un jour il n'y en aura plus, c'est une ressource finie. Le Bitcoin, c'est exactement la même chose, c'est pour ça qu'on parle de miner du Bitcoin. Effectivement, aujourd'hui, il y a 16 millions et demi de Bitcoin en circulation. À terme, il y en aura 21 millions et il n'y en aura jamais plus. Donc son offre, on va dire, est fixée. C'est aussi ce qui explique l'augmentation de son cours, puisqu'il y a une offre qui est fixe et qui est en train d'augmenter un petit peu, mais qui est fixée à jamais à 21 millions. On aura miné en fait tous les bitcoins en 2140. C'est inscrit dans le protocole du réseau Bitcoin. Et on a une demande qui augmente, de plus en plus de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens achètent du Bitcoin, ce qui explique effectivement ce côté d'une augmentation du cours très, très forte ces derniers temps. Et alors que se passera-t-il lorsque l'émission des 21 millions de Bitcoin sera terminée? Et ben, juste comme l'or, lorsqu'on aura fini de miner tout l'or sur Terre, on continuera à se l'échanger, on continuera à avoir cette valeur autour de l'or, de ce que c'est. Et de la même façon avec le Bitcoin, lorsqu'il y en aura 21 millions, on continuera à s'échanger, il y aura une vélocité dans l'échange de Bitcoin entre nous. Et puis, et donc voilà, donc il y en a effectivement 21 millions, fractionnables au millionième, au 10 000 millionième, c'est-à-dire que 8 chiffres après la virgule. Et alors aujourd'hui, on estime à combien le nombre de personnes dans le monde qui utilisent cette crypto-monnaie? Alors c'est très dur de faire une estimation sur le nombre de personnes qui utilisent cette crypto-monnaie. On voit souvent une estimation qui serait de l'ordre de 10 millions à peu près. Je pense qu'on peut partir vers 10 millions, un petit peu plus. Je pense qu'il y a déjà à peu près 10 millions de possesseurs de Bitcoin sur Terre. Alors Brian Hogan, il y a 2 Nobel d'économie qui se sont exprimés au sujet du Bitcoin. Ils ne sont logiquement pas en votre faveur. Le premier, c'est le français Jean Tirole qui a déclaré que c'est une bulle et un produit fondamentalement nocif. Et le second, c'est Joseph Stiglitz. Il déclare: c'est une bulle, un produit pour trafiquants et évadés fiscaux. Cela devrait être interdit. Que répondez-vous à ce genre d'accusation? Je cite ici 2 Nobel d'économie, mais un certain nombre d'économistes pensent également la même chose.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu pas mal d'économistes qui ont réagi quant au sujet de la montée du cours du Bitcoin. Euh, je pense avant tout que leur réaction vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le Bitcoin, de ce qu'est la technologie Bitcoin, et surtout d'un désintéressement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément fait leur travail, ils n'ont pas forcément cherché à comprendre comment cela marche, quelle est l'utilisation du Bitcoin aujourd'hui. Et donc je pense avant tout que ces réactions sont l'origine d'une certaine mauvaise compréhension de la technologie. Euh, donc voilà. Après, il y a également des économistes qui trouvent le Bitcoin fort intéressant. Et j'aimerais effectivement voir quel est le niveau de compréhension du Bitcoin par Jean Tirole ou par Joseph Stiglitz. En l'occurrence, aujourd'hui, lorsqu'on achète du Bitcoin, par exemple, pour réfuter un des arguments de Stiglitz en disant que c'est un instrument d'évadés fiscaux, que c'est un instrument pour acheteurs de drogue, le Bitcoin, lorsqu'on achète du Bitcoin, on doit passer par une plateforme. Lorsqu'on passe par une plateforme, cette plateforme vous demande votre identité, vous demande toutes les informations pour au final vous retracer. C'est-à-dire que si ensuite vous utilisez ces bitcoins pour acheter de la drogue sur le darknet et que la police judiciaire effectivement souhaite savoir qui vous êtes, quelle est l'adresse de bitcoin de cet utilisateur, elle va pouvoir vous retrouver puisque à un moment vous aurez acheté ce bitcoin sur une plateforme. Deuxième argument, effectivement, toutes les transactions en bitcoin sont inscrites sur la blockchain à jamais. C'est immuable. C'est-à-dire que effectivement, si j'ai acheté de la drogue avec un bitcoin il y a 3 ans de cela, c'est inscrit sur la blockchain et on pourra me retracer, on pourra me retrouver. Donc en fait, c'est pas du tout une technologie qui est anonyme, mais c'est une technologie qui est pseudonyme, ce qui est très différent. C'est-à-dire que comme une adresse email, j'inscris un pseudo, enfin j'ai un pseudo qui là en l'occurrence est une adresse cryptographique. Mais voilà, je suis retraçable. Donc ça ne pourra pas être en fait la monnaie de la drogue et ça ne pourra pas être une monnaie d'évadés fiscaux. Ce qui signifie, Brian, que pour pouvoir acheter du Bitcoin, ma carte d'identité doit avoir été vérifiée en amont. Tout à fait. Lorsque l'on fait l'achat de Bitcoin en France, en Europe, partout dans le monde, cela dépend effectivement des juridictions, mais les plateformes vous demanderont de vous identifier. Cette identification se fera avec une carte d'identité ou avec un passeport et ça sera obligatoire. Alors un autre grand débat autour du Bitcoin, c'est celui de la régulation. Au premier abord, il n'y a pas d'organe réel qui s'occupe de réguler cette monnaie virtuelle. Et au second abord, comment se passent réellement les choses, Brian? Il n'y a vraiment aucune régulation du Bitcoin? Alors, il y a des régulations, mais qui ne sont pas spécifiques au Bitcoin. Par exemple, on parlait là d'évadés d'évadés fiscaux, et on parlait également d'achats illicites. Il y a une régulation, mais qui n'est pas appliquée, qui n'est pas spécifique au Bitcoin. C'est-à-dire que dans le domaine bancaire, il y a des lois. Typiquement, une loi, c'est la connaissance client, savoir à qui on a affaire lorsqu'on fait des transferts financiers. Et bien, au Bitcoin, on applique effectivement ces mêmes lois, même si ce n'est pas spécifié sur la juridiction française que le Bitcoin était aussi dans cet ensemble de lois. On se l'impose nous-mêmes, en fait. Il va bientôt y avoir des régulations qui vont encadrer cette activité, puisque les régulateurs se penchent sur la question, notamment l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ont lancé une consultation il y a de cela 1 mois et demi, auquel on répond, pour savoir comment encadrer effectivement cette activité, notamment du Bitcoin, des crypto-monnaies, et de ce qu'on appelle les ICO, qui veut dire Initial Coin Offering. Donc les régulations arrivent. Il y a déjà des règles qui sont en place, pas sur le Bitcoin, mais qui peuvent s'appliquer au Bitcoin, et les régulations vont arriver. Oui, mais alors néanmoins, est-ce que ce n'est pas inquiétant de voir que voilà, les gens achètent, les gens vendent du Bitcoin et que pour l'instant, il n'y a pas de régulation, bien que celle-ci arrive d'ici quelques semaines, voire quelques mois? Alors, c'est inquiétant, ça peut être inquiétant effectivement dans le sens où on a vu ces derniers temps quelques fraudes, notamment des gens qui essayent d'arnaquer des acheteurs du Bitcoin ou qui essayent d'arnaquer d'autres personnes pour en fait voler leur fonds de Bitcoin. Je pense que la régulation
permettra, on va dire, d'enlever les mauvaises herbes et de faire en sorte que les gens et les acteurs de cet écosystème qui sont fondamentalement bons, moraux et éthiques resteront et poursuivront leur activité, tandis que ceux qui font l'achat et la vente de Bitcoin de manière non éthique ne seront plus en activité. Comme je vous l'ai dit, en fait, nous sommes quand même encadrés. Ici, la maison de Bitcoin, nous sommes quand même encadrés. Nous sommes en contact avec les régulateurs et nous faisons très attention à faire en sorte que l'activité se poursuive dans un cadre légal et juridique. Donc ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encadrés sur une loi particulière sur Bitcoin que nous ne sommes pas observés et que nous ne devons pas suivre des recommandations très claires. Alors le magazine The Economist, Brian, écrivait en 2011 du Bitcoin qu'elle était une bulle sur le point d'éclater. 2011, le prix du Bitcoin venait de monter à 33 $ pour redescendre ensuite à 2,75 $, puis remonter à des niveaux jamais vus. Il y a ainsi eu depuis une série d'articles sur le Bitcoin, une bulle sur le point d'éclater, sans discontinuer depuis au moins 6 ans et voire même un tout petit peu plus depuis 2009, sa création. Le Bitcoin est-il une bulle, Brian, et cette bulle est-elle justement sur le point d'éclater? Peut-on parler d'un futur crack pour la monnaie du Bitcoin? Alors, comme vous l'avez dit, Martin, The Economist prédisait déjà une bulle du Bitcoin en 2011 alors que son cours était à 33 $. Il y a effectivement une bulle du Bitcoin où on parle d'un crash du Bitcoin en 2013 lorsque son cours a diminué de 1200 $ jusqu'à à peu près un minimum de 200 $. Il se peut que l'on soit dans une bulle aujourd'hui. Je n'en sais rien et je pense que personne ne le sait vraiment. Et que je pense que c'est important de le dire et de faire face à cette ignorance. Il y a effectivement eu une montée du cours très forte sur l'année 2017 et je pense qu'effectivement peut-être que 80% de la valeur du Bitcoin aujourd'hui et donc de son cours d'aujourd'hui est expliquée par la spéculation. La spéculation autour de deux choses, la spéculation liée à un actif financier et également la spéculation quant à l'utilisation du Bitcoin et des promesses du Bitcoin pour le futur. Je pense que 20% aujourd'hui de la valeur du Bitcoin sont expliqués par son utilité, par ses cas d'usage en tant que monnaie d'échange par exemple entre différents pays. Typiquement, si j'ai de l'argent au Canada et que je vais envoyer cet argent vers ma famille au Rwanda, il faut que je passe par le système bancaire où ma banque me prendra des frais au Canada. Ensuite, ils vont faire un transfert du dollar canadien au dollar américain, du dollar américain à la monnaie rwandaise, alors que si je passe par le Bitcoin, je peux envoyer ce même argent en 10 minutes sans passer par tous ces frais. Donc il y a vraiment des cas d'usage qui sont intéressants, qui peuvent expliquer cette valeur. Donc je pense que on ne sait pas si on est dans une bulle, peut-être que nous sommes dans une bulle. Si c'est le cas, ça en tout cas amènera de l'information sur ce qu'est le Bitcoin, ça aura amené un peu d'argent dans l'innovation, dans la recherche consacrée aux crypto-monnaies et consacrée à la blockchain, et donc qu'au final cette bulle aura eu un effet positif sur le long terme. Et alors aujourd'hui, vous conseillez aux auditeurs d'acheter, de continuer à faire spéculer cette monnaie ou il est trop tard? Je conseille aux éditeurs de s'intéresser à la technologie Bitcoin, à la technologie sous-jacente et essayer d'expérimenter ces technologies. Voilà. Vous ne vous aventurerez pas plus loin. Voilà, je ne m'aventurerai pas plus loin. Nous ne sommes pas là dans la spéculation. Nous, ce que nous faisons principalement à la maison du Bitcoin, c'est de l'éducation. C'est d'essayer d'expliquer quelles sont les technologies derrière, comment ça marche, pourquoi nous trouvons cela intéressant. Et si vous voulez en acheter, on vous permet d'en acheter. Mais à aucun moment, on va leur dire « vous allez gagner plein d'argent ». C'est avant tout un actif très risqué. Il faut que les gens le sachent. C'est un actif qui est volatile et c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Oui, alors justement, au-delà du Bitcoin, il existe également d'autres crypto-monnaies plus ou moins connues et plus ou moins hautes en matière de finance. Quelles sont-elles, ces autres crypto-monnaies, les principales, les plus connues? Alors, la deuxième la plus connue, elle s'appelle Ethereum. Cette crypto-monnaie, en fait,
c'est un réseau décentralisé, une blockchain également, où on peut construire des applications décentralisées, ce qu'on appelle typiquement des smart contracts. Je vais vous donner un cas d'usage. Par exemple, si je souscris une assurance qui m'assure que si mon vol a du retard et qu'il a plus de 3 heures de retard, obligatoirement, je serai remboursé d'un montant, mettons, 300 euros. Et ben, en fait, avec Ethereum, avec la blockchain Ethereum, je vais pouvoir inscrire ce contrat dans la blockchain Ethereum en tant qu'assureur. Je vais pouvoir proposer ce produit auprès de vous et moi, Martin, et je vais pouvoir, moi et vous, Martin, en tant qu'assuré, être sûr que lorsque je souscris à ce contrat, au moment où mon avion a 3 heures de retard, l'assureur déclenche le virement de remboursement vers mon compte en banque. Donc ça permet de faire en fait des contrats automatisés, complètement décentralisés, en donnant ma confiance en fait à cette technologie qui est la technologie blockchain, qui jusque-là n'a pas été hackée et qui est voilà une nouvelle avancée, on va dire, dans le numérique dans le monde. Ah oui, passionnant. Et alors finalement, ça fait finalement très futuriste, Brian. Est-ce que demain, on n'aurait pas, voilà, dans 50, 100 ans, une monnaie principale, telle que le Bitcoin, pour acheter, et une autre pour payer un certain type de biens, des assurances, des banques. Tout cela paraît assez incroyable. Tout à fait. Alors, on parle souvent de l'Internet. Pour revenir sur l'aspect bulle, il y a eu une bulle de l'Internet en 2001. Je crois qu'en 1995, en 1996, beaucoup de gens disaient l'Internet, c'est exceptionnel, ça va changer nos vies. Puis voilà, il y a eu de plus en plus de projets sur de projets Internet. Et en 2001, plein de boîtes qui étaient rentrées en bourse ont fait des crashs monumentaux puisqu'ils n'avaient pas suffisamment de revenus comparé aux promesses de ces technologies-là. En 2002, beaucoup de gens disaient l'Internet, c'est intéressant, mais ce n'était pas aussi intéressant qu'on ne le pensait. Et maintenant, on voit qu'Internet est partout. Une des choses qui était très intéressante dans l'Internet, qui est toujours, c'est l'email. L'email, c'est au final une technologie décentralisée. On peut s'envoyer un email de vous à moi, Martin, et on ne passe pas par un organisme de contrôle. Je pense que le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose, mais au niveau de l'argent. On est en train de décentraliser l'argent et on est en train de décentraliser les transactions. Et donc, effectivement, je pense que peut-être que dans un futur, on aurait effectivement une sorte d'or numérique, ce qui pourrait être le Bitcoin. On aurait peut-être une crypto-monnaie qui nous permettra de faire nos transactions de la vie de tous les jours. Et on aura effectivement cette possibilité de décentraliser l'argent et les transactions qui me semble quelque chose de très important. Ah ouais, ce qui signifie c'est qu'en fait avec ces crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin, on est vraiment en train de décentraliser cette monnaie et de déplacer un pôle vers un autre comme cela effectivement a déjà été fait. Tout à fait. Et alors pour terminer cet entretien, Brian, parlez-nous un petit peu de la maison du Bitcoin dont vous êtes en charge de la communication. La maison du Bitcoin qui est donc située à Paris. Oui, alors la maison du Bitcoin, c'est le seul lieu en France dédié aux crypto-monnaies. On existe depuis 2014, on est situé à Paris, dans le quartier du Sentier. Et ce que l'on fait ici, c'est d'abord de l'éducation sur ces technologies. On propose des formations gratuites tous les jeudis midi. On propose des formations également payantes. On propose effectivement de l'accompagnement dans vos investissements. Quand je parle d'accompagnement, là, je parle effectivement d'accompagnement avant tout technique et technologique, d'explication de cette technologie. On a effectivement un bureau de change ici où les gens peuvent venir acheter, vendre leur Bitcoin, leur Ethereum et plus de 250 crypto-monnaies. On a également un site web qui s'appelle CoinHouse qui est effectivement notre représentation en ligne de notre activité de la maison du Bitcoin, où les gens peuvent également acheter, s'ils ne sont pas à Paris, s'ils sont par exemple à Marseille, du Bitcoin ou de l'Ethereum. Eh bien voilà, que de futur donc à la maison du Bitcoin. Et la maison du Bitcoin, c'est aujourd'hui combien d'employés dans vos bureaux? Alors on est une petite structure, on est 13 employés aujourd'hui et on est amené à grandir, on recrute activement.
Donc n'hésitez pas à aller sur le site lamaisondubitcoin.fr, d'aller sur l'onglet Jobs et de venir postuler ici si cela vous intéresse. Brian Hogan, marketing manager crypto-enthousiaste à la Maison du Bitcoin. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est l'Info et d'être venu nous parler de l'une de vos passions, donc celle des crypto-monnaies et du Bitcoin. Merci à vous Martin et bonne continuation avec C'est l'Info. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Un numéro un petit peu spécial qui cherchait également à commémorer donc les décès communs de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui déclarait dans l'une de ses plus célèbres chansons « Vivre pour le monde ».